Les perceptions des sens et les jugements de l'esprit sont des sources d'illusions et des causes d'incertitude. Étonnant, non? Et pourtant si commun, si quotidien. On en a toutes et tous tellement vu et nous en verrons encore tellement, parfois même sans y prêter plus d'attention que ça. Ce phénomène particulier qui consiste à voir des formes connues comme des visages, des animaux ou autres, là où il n'y en a manifestement pas, possède le joli nom de pareidolie. Ça nous vient de la juxtaposition de deux mots grecs, para qui signifie à côté de, et de eidolon qui signifie apparence ou forme. Ces pareidolies donc sont communément classées dans la catégorie des illusions d'optique. Voilà. Comment? C'est un peu court. Ouais. En même temps, je vois pas bien ce qu'il y a de plus à dire sur les pareidolies, mon pote. Hein. Ben voilà. Bon allez, c'était Walter Neugier du Muséum des Pourquoi, et d'ici la prochaine fois, restez éveillés et n'oubliez pas de vous demander pourquoi. Bon d'accord, je vais pas vous laisser là-dessus. Évidemment que j'ai 2-3 trucs de plus à vous dire. Oui, bah je sais bien que la vanne du générique trop tôt dans l'épisode, elle est plus que poncée sur YouTube, mais qu'est-ce que tu veux, on l'avait pas encore faite, donc... Oui, non mais voilà, la chose est faite maintenant, donc je peux être considéré comme un véritable YouTuber. Bah comment ça, il manque des trucs? NordVPN. Oui, c'est sûr que là ça ferait tout de suite... Non, mais d'accord. Disons que je vais écouter un peu plus mon community manager. On peut leur parler de Facebook, d'Instagram et de Discord. C'est tout nouveau, ça, Discord. Hein? Tout est en description, de toute façon, on est d'accord? Voilà. Bref, on va revenir sur notre sujet parce que je suis pas tout à fait certain que les rouages internes, ça les intéresse plus que ça. Donc, les pareidolies, pourquoi? Une fois n'est pas coutume, la réponse se trouve ici. Il est plutôt rare de toute manière que la réponse ne se trouve pas dans notre cerveau. En effet, le cerveau humain est littéralement conçu pour donner un sens aux choses. Il exècre l'absence de structure, l'abstrait. Ça ne signifie pas que les humains n'apprécient pas l'art abstrait, hein, mais le cerveau, lui, s'efforcera toujours de rapprocher les stimuli externes, jugés trop vagues, de concepts familiers, issus de son répertoire interne, pour en tirer du sens. Il cherche à structurer son environnement, même si ça implique de déformer la réalité. Alors, en observant une image de feuillage, de nuage ou de buée, une partie du cerveau reconnaîtra ces éléments pour ce qu'ils sont réellement, et parallèlement, le centre d'analyse des formes situé dans le lobe temporal gauche s'efforcera de donner encore plus de sens en vous faisant percevoir un concept supplémentaire qu'il maîtrise déjà bien. Dans la longue liste des choses qu'il maîtrise vraiment bien, on retrouve notamment la reconnaissance des visages. Quelques semaines après la naissance seulement, il cherche déjà à en voir partout. Et ça n'a rien d'étonnant dans la mesure où les visages sont le siège principal de l'expression de nos émotions. Ils sont de fait extrêmement importants à lire pour comprendre les bases de nos interactions sociales, sympathiques et amicales, ou pas. On cherche donc très vite à les repérer autour de nous et à les lire, comme nous le dit Carl Sagan. Dès qu'un nourrisson peut voir, il reconnaît des visages, et nous savons maintenant que cette capacité est un automatisme profondément ancré dans nos cerveaux. Les nourrissons qui, il y a 1 million d'années, étaient incapables de reconnaître un visage, souriaient moins en retour, étaient moins susceptibles d'attendrir leurs parents et avaient moins de chances de prospérer. De nos jours, presque tous les bébés identifient rapidement un visage humain et y répondent par un sourire idiot. Alors désolé pour les éventuels jeunes parents parmi vous, mais je rejoins Carl sur ce point. Non, votre bébé n'est pas mignon, vous êtes juste programmé pour le penser comme tel. Oui, je sais Dodongo, mais toi tu es précisément programmé pour les trouver appétissants, donc ça n'a rien d'étonnant non plus. On rejoint une fois de plus ici le concept d'avantage évolutif. Comme pour la musique. En effet, percevoir un visage, et dans le même temps s'apercevoir s'il est amical ou menaçant, est, on le comprend assez aisément, assez utile pour survivre. Bah oui, trouver des visages autour de nous et savoir déterminer en une fraction de seconde si ceux-ci sont suaves et sympas ou s'ils sont acerbes et sévères, c'est certes sensiblement plus nécessaire que de savoir qui sont ces serpents qui sifflent sur nos têtes,
mais je m'égare sans doute en allitération complexe pour frimer un peu, j'en ai peur. Dites, Bubule, c'est obligé de me faire dire ce genre de choses, là? Je suis pas certain qu'on fasse vraiment avancer le sujet. C'est ça, oui. Marrez-vous dans vos bulles. Bref, cette faculté est tellement ancrée en nous que notre cerveau y est véritablement surentraîné. Voire monomaniaque même. Complètement obsédé par les visages, il n'est vraiment pas rare qu'il nous gratifie de quelques faux positifs et pouf, votre pomme, votre robinet, votre calandre de voiture ou que sais-je deviennent pour lui, l'espace d'un instant, un congénère dont il faut déterminer rapidement l'émotion principale afin de s'y adapter fissa et de survivre. Ce serait con de mourir au pépin d'un poivron trop agressif, pas vrai? Maintenant, je vous laisse tenter d'imaginer la difficulté quotidienne que doivent ressentir certaines personnes qui, par exemple suite à un choc et donc à une lésion dans le lobe temporal gauche, souffrent de prosopagnosie. Ils sont dès lors incapables d'identifier un visage. Pas de le reconnaître, mais bien de l'identifier. Cet acte si anodin pour la plupart d'entre nous, que notre cerveau fait pour nous sans qu'on prenne le temps d'en avoir même conscience. Vous apercevez du coin de l'œil le regard de votre meilleur pote, votre grand-père, votre bébé qui, je vous le répète, non, n'est pas particulièrement mignon. Bref, un simple coup d'œil sur même une infime partie d'un visage que vous connaissez bien et patatras, voilà que déboule dans votre cerveau la fiche contact complète de la personne en face de vous. Vos souvenirs en commun, les sentiments que vous éprouvez pour la personne en question et, au besoin, quelques informations contextuelles comme par exemple le sport qu'elle pratique ou autre. Oui, j'ai dit patatras et alors? Ça se dit plus, c'est ça? Ok. Alors comment est-ce qu'il faut dire maintenant, monsieur je sais tout? Bon, c'est pas le sujet, hein. Pour les gens souffrant de prosopagnosie, l'ouverture de cette fiche technique et le rappel de tous les souvenirs qui lui sont attachés ne peut pas passer par l'identification du visage. Il faudra donc trouver des subterfuges comme les vêtements, les bijoux, la voix. Flippant, pas vrai? Les pareidolies ne sont en revanche pas uniquement utiles pour l'identification de visage. Elles sont également conçues comme un raccourci dans la classification des objets encore inconnus. Imaginez que vous n'ayez absolument jamais vu de jet bleu de votre vie, par exemple. Eh bien, la première fois que vous en voyez un, par exemple peut-être en ce moment même, eh bien vous n'êtes pas complètement perdu devant cette image. Votre cerveau, sans même que vous n'y pensiez, l'a classé directement dans la catégorie des animaux et plus précisément dans celle des oiseaux. Et si vous êtes un peu plus féru d'ornithologie, dans la sous-catégorie des corvidés probablement. Et oui, je soulève ici un point important mais sur lequel nous reviendrons plus tard, cet effet est subjectif et relié à l'apprentissage de chacun. Il dépend des formes que nous connaissons déjà bien. Donc, les visages, c'est commun à tout le monde, dès lors que vous êtes humain. Mais vous pouvez très bien avoir ce genre d'expertise avec toute autre sorte d'objet. Ainsi, une personne passionnée par la mécanique, par exemple, aura instantanément la capacité de différencier plus précisément la vision d'un carburateur de celle d'un arbre à cames, et ce, même s'il n'a jamais vu les modèles spécifiques qui lui sont présentés, du simple fait de leur ressemblance avec d'autres pièces qu'il a déjà vues, voire manipulées. Là où quelqu'un qui n'a jamais ouvert le capot d'une bagnole de sa vie saura se dire qu'il s'agit très probablement d'une pièce de mécanique automobile, mais l'analyse instantanée de l'effet de pareidolie s'arrêtera là. Et c'est ainsi que Henri Bergson, philosophe français du 19e siècle, va jusqu'à dire que la pareidolie serait même à l'origine de nos rêves. Selon lui, l'interprétation que ferait notre cerveau des phosphènes, ces taches lumineuses colorées qui occupent notre champ visuel une fois nos yeux fermés, serait donc sujet à l'effet de pareidolie et induirait nos rêves et nos cauchemars. Cela dit, à ma connaissance, aucune étude scientifique n'a jusqu'ici appuyé cette hypothèse. Petite mise en situation. Ah non, au secours, pas la tache rouge. Oui, je sais, j'ai joué à peu près aussi bien qu'Alex de Superama. Non. Cette analyse rapide, hypersensible et quasiment permanente faite par le cerveau est donc extrêmement utile d'un point de vue évolutif, on l'a vu, puisque déterminer rapidement la présence d'un danger ou d'une source de nourriture, par exemple, peut s'avérer vital, mais elle entraîne aussi tout un tas d'erreurs dans son sillage d'analyse continue, les fameuses pareidolies donc. La plupart du temps, elles sont bénignes,
amusantes, comme repérer la forme d'un cheval dans les nuages, et parfois beaucoup moins sympathiques quand on a 6 ans et que l'ombre de tel ou tel jouet empilé se transforme en monstre au fond de la chambre. Bisous fiston. La détection continue et tous azimuts de notre cerveau n'est pas seulement utilisée pour trouver des visages. La lecture rapide utilise, elle aussi, le même phénomène d'analyse quasi instantanée. Alors, pas au point de lire 400 pages en 15 minutes non plus, hein. Si vous y croyez, je vous renvoie vers la vidéo du copain, j'ai 1000 grammes sur le sujet. Mais pour autant, notre cerveau effectue la mécanique de la lecture pour nous. Il déchiffre les mots et les transforme très rapidement en concepts familiers et catalogués. Les publicitaires en sont d'ailleurs bien conscients et examinent avec soin le placement, la taille, la typographie des mots qu'ils incluent dans chacune de leurs affiches. Il faut absolument que le cerveau du motard qui passe à 130 km/h, personne ne roule plus vite que ça en France, hein, c'est interdit bien entendu, à côté de l'affiche publicitaire, même s'il ne la regarde pas directement, même s'il ne l'a qu'une petite seconde dans son champ de vision, retienne l'information principale qui y est inscrite. Même inconsciemment, c'est pas grave. La prochaine publicité, quelques kilomètres plus loin, continuera d'enfoncer le clou. Et tôt ou tard, le motard finira par avoir l'impression que l'idée d'acheter tel ou tel produit vient bien de lui. En tout cas, c'est la théorie derrière la publicité. On en reparlera un jour. Bref, notre cerveau lit à notre place. Et rien de tel pour s'en convaincre que l'effet Stroop. Lisez à haute voix les mots inscrits sur cet écran, s'il vous plaît. Et maintenant, nommez à haute voix la couleur d'écriture des mots inscrits sur cet écran. Il y a fort à parier que vous ayez mis un peu plus de temps à réaliser le second exercice parce que l'effet Stroop, du nom de l'inventeur de cette expérience John Ridley Stroop, qui est donc une expression de l'effet d'analyse rapide de notre cerveau, a court-circuité votre intention de ne pas lire les mots inscrits sur votre écran. Votre cerveau a voulu lire à votre place. Oui, alors peut-être que Monsieur Dodongo trouve cette expérience extrêmement facile, mais je ne vais pas commenter. Internet est déjà bien assez truffé de désaccords sur le sens de la vue que devaient avoir les tyrannosaures à ton époque. Je ne vais pas y participer, mais je m'étonne quand même que tu saches lire. Comme nous l'avons déjà constaté, l'analyse d'un stimulus vague et flou s'effectue à partir du répertoire interne de notre cerveau et des objets qu'il a déjà catalogués. Ce que notre cerveau choisit de nous faire percevoir est donc subjectif et nous ne verrons pas nécessairement la même chose qu'une autre personne. Par exemple, la plupart des enfants à qui vous montrerez cette image, puisqu'ils n'ont pas encore connu les scènes qui semblent s'afficher sur votre rétine d'adulte influencée par un certain type d'activité, verront des dauphins. Oui, Dodongo, je sais que toi aussi tu vois des dauphins, et non, je ne vais pas te dire ce que moi je vois. Parce que... pas maintenant. Voilà. De la même manière, les anciens Grecs voyaient ici une ours, et non pas une casserole, et ici, un guerrier mythique et non pas un sablier. La Lune est également l'objet de nombreuses pareidolies. Selon les cultures, sa surface représenterait l'image d'un visage masculin, féminin, d'un lièvre, d'une grenouille, d'un élan, d'un dragon, du yin et du yang, ou le nom Ali. Mais ce même effet peut parfois s'avérer problématique, notamment quand cette perception erronée, habituellement amusante et inoffensive, s'associe avec un biais psychologique bien connu, le biais de confirmation. C'est la tendance que l'on a d'accepter plus facilement une information que l'on reçoit si celle-ci va dans le sens de notre opinion. Le 25 juillet 1976, Viking 1, un orbiteur martien lancé par la NASA, effectue sa 35e orbite autour de Mars. La mission de la sonde est de cartographier la planète rouge, mais le matériel photo des années 70 ne permet pas une résolution d'image optimale, disons. Viking 1 survole Cydonia Mensae, une région martienne et ses reliefs. La photo prise a suscité de nombreux débats, en particulier parmi les fervents défenseurs des thèses ufologistes. En effet, lorsqu'on est d'ores et déjà convaincu que la planète rouge est ou a été habitée par une civilisation extraterrestre, le cliché suivant a de quoi activer non seulement une bonne petite pareidolie, mais dans l'esprit de gens de conspiration, ça active bien plus que cela. Voyez plutôt. Bien entendu, les scientifiques et la plupart des gens non influencés par de telles croyances n'y verront que l'amusement que procure ce jeu d'ombre à la surface de notre lointaine planète cousine. Mais pour un croyant convaincu,
c'est plus compliqué, manifestement. En 2001, Mars Global Surveyor, toujours envoyé par la NASA, prendra un cliché beaucoup moins sujet à controverse du même site avec une résolution bien supérieure cette fois-ci, que voici. Eh bien devinez quoi, ça n'a pas empêché les conspirationnistes de crier au scandale. Billet de confirmation quand tu nous tiens. Alors là, on est dans le domaine de l'ufologie, mais ça s'étend à tout type de croyances convaincues. Ainsi, les chrétiens voient la Vierge Marie dans des toasts, les musulmans verront le nom d'Allah apparaître dans les nuages, et les adeptes du paranormal verront des visages de défunts dans un dégât des eaux. Et on glisse doucement ici de la pareidolie à l'apophénie, qui est, en psychiatrie, un trouble de la perception qui fait relier des événements ou des phénomènes n'ayant aucun lien entre eux. Et puisqu'on parle de psychiatrie dans un épisode concernant la pareidolie, je ne peux pas passer à côté du curieusement célèbre test de Rorschach. Communément appelé le test des taches d'encre, c'est un outil psychologique créé par Hermann Rorschach en 1921 pour évaluer la personnalité et les émotions à travers l'interprétation de formes abstraites. Malgré sa large utilisation, il a également suscité d'intenses débats, principalement en raison de questions sur sa validité scientifique. Les critiques soulignent que les interprétations des réponses peuvent manquer de bases empiriques solides, en particulier selon les psychologues expérimentaux qui remettent en question la méthodologie du test et soulignent la subjectivité potentielle influencée par le psychologue lui-même, celui qui administre le test. Malgré les controverses, le test de Rorschach demeure un outil populaire en psychologie clinique et dans d'autres contextes d'évaluation psychologique, y compris le médico-légal et le recrutement. Toutefois, son utilisation a été contestée, notamment dans les années 60, lorsque certains ont appelé à un arrêt temporaire de son utilisation en le qualifiant de pseudo-science. Au-delà des controverses scientifiques, le test de Rorschach a profondément marqué la culture populaire comme l'une des méthodes d'analyse psychologique les plus discutées du XXe siècle. Il est souvent présent dans la littérature et le cinéma, symbolisant la psychologie profonde et l'analyse de la personnalité. Sachez en tout cas que si vous voyez sur plus de 4 de ces planches quelque chose de sexuel, ce test semblera indiquer que vous pourriez être schizophrène. Que si vous évoquez l'idée d'un miroir, c'est que vous seriez quelqu'un de réfléchi, sans jeu de mots j'imagine. Mais attention, si vous ne l'évoquez qu'une seule fois, le miroir, vous pourriez bien être égocentrique. Si vous développez votre réponse au-delà de la simple image en interprétant une éventuelle histoire ou un contexte, vous auriez des qualités de leadership et de grandes ambitions. Si vous intégrez une notion de mouvement dans une explication de tâche, c'est que vous avez, roulement de tambour, de l'imagination. Ouais. Si vous vous attardez sur les moindres détails, vous pourriez bien être impulsif ou vigilant. Impulsif ou vigilant. C'est moi ou on n'est pas loin des horoscopes là? Enfin bref. Je vous laisse me dire en commentaire ce que vous voyez, ça devrait vous occuper quelques heures. Et puis ça participera au référencement d'une chaîne qui redémarre, c'est tout bénef. Pour finir cette vidéo, je vous laisse encore avec quelques images de pareidolie sympathiques, dont certaines sont des tableaux de maîtres incontestés dans l'art de créer des illusions pareidoliques incroyables. Bon, c'est pas tout ça, mais qu'est-ce que je vais mettre moi comme miniature sur cette vidéo? Lucien, oui? Vous avez une idée? Eh ben allez chercher votre machin là et lâchez cette caméra, elle tient toute seule. De toute façon, on s'en fout de la caméra, on est en train de passer des images. Donc, venez mon vieux. Mon Dieu que c'est long. Un smiley? Ah oui, vous avez raison. Un point virgule, une parenthèse, et le cerveau nous fait déjà voir un visage simplifié. C'est redoutable. Ah, ça y est, les images sont finies? Mais dites-le, mon vieux. Oui, bon. Chers tous, c'était Walter Neugier, et d'ici la prochaine fois, restez éveillés, et n'oubliez pas de vous demander pourquoi. À la prochaine. Dites, Lucien, il faut qu'on trouve un code, là. Les gens veulent pas voir ça, les rouages internes, tout ça, la création, ils s'en fichent. Cela dit, vous m'avez donné une idée avec votre smiley, là.